Parfait. Juste un petit point d'introduction, en fait, on a quelques internes qui sont des internistes qui ne connaissent pas nécessairement, mais donc en deux mots, Barbara Seskolski néphrologue et immunologiste en fait, et a travaillé sur pas mal de choses, mais il faut savoir qu'un de ses domaines de prédilection, c'est quand même la GEM avec le centre de Nice. Elle fait beaucoup de choses effectivement dans la GEM, à la fois pour la compréhension de la physiopathie et notamment maintenant dans la thérapeutique. Et donc, c'est vrai que c'est une des références en France sur cette pathologie qu'on rencontre souvent en néphrologie. Donc, Eric avait demandé de venir nous faire un petite mise à jour de nos connaissances dans une pathologie qui, quand même, malgré tout, il y a plein d'avancées. Et donc, merci beaucoup d'être parmi nous, en tout cas, même à distance, on va dire, pour ce topo, Barbara. Merci beaucoup pour l'invitation et merci, enfin, et désolée pour Sophie qui m'a entendue il y a pas longtemps. J'ai mis des petites nouveautés, donc tu peux rester. Et merci pour la présentation, mais en fait, j'ai fait que de la GEM, hein. Moi, je pense que c'est essentiellement, je pense que j'ai pas trop publié ailleurs qu'en GEM, en néphro en tout cas. Donc, je dirige le centre de référence maladies rares sur les syndromes néphrotiques idiopathiques et ce qui est particulier à Nice, c'est que je dirige le labo d'immuno et de thérapie cellulaire et je fais que de la consulte et en néphro, donc on a une organisation un peu spéciale et je dirige une équipe de recherche au sein de l'IRCAN, qui est un institut de recherche un peu plus fondamental. Donc, je vais essayer de passer mes diapos. Vous voyez bien là le passage de diapos? Ouais, parfait. Parfait. Donc pour les internistes, la GEM, c'est une maladie auto-immune rare qui est vraiment un très bon modèle de maladie auto-immune qui est vraiment c'est un antigène cible, un antigène cible podocytaire, des IgG et essentiellement des IG4, donc peu d'activité du complément, mais on va revoir ça. Donc c'est vraiment des maladies assez simples dans la physiopathologie. C'est une maladie qui concerne 1,3 cas pour 100 000 habitants, qui touche préférentiellement l'homme après 50 ans. Et si on regarde l'histoire naturelle de la maladie, donc là vous avez cette cohorte historique de 100 GEM jamais traitées. Vous avez un âge donc au moment du diagnostic autour de 50 ans, avec deux hommes pour une femme. Juste 40% des patients qui ont des œdèmes, donc certains patients sont diagnostiqués sur de l'hypertension ou sur des bandelettes urinaires qu'on pouvait faire en dépistage, mais donc une maladie qui peut être très bruyante et qui peut être totalement asymptomatique et de découverte fortuite, et une histoire naturelle qui, comme toutes les maladies auto-immunes, on a des récupérations spontanées. Là, vous avez, ça c'est 100 patients chez qui on a diagnostiqué une GEM. Donc vous en avez à peu près 80% qui sont réellement néphrotiques, donc plus de 3,5 grammes de protéinurie, et certains qui ont une protéinurie entre 0,5 et 3,5 grammes, donc qui n'ont pas vraiment une maladie très active au moment du diagnostic. Et ce que vous voyez, c'est que si on les traite pas, il y a un taux de rémission spontanée dans le temps, comme dans toutes les maladies auto-immunes. Euh, mais donc c'est une maladie qui est quand même bénigne dans beaucoup de cas, dans un tiers des cas à peu près, mais on a quand même des insuffisances rénales chroniques terminales si on traite pas ces malades qui surviennent là on est à plus de 25% des patients au bout de 84 mois, et des taux de récidive après greffe qui sont également importants. On a plus d'un tiers des malades qui rechutent, donc ça c'est une maladie qui est potentiellement catastrophique pour certains patients. On a deux cibles antigéniques majeures et l'histoire de la découverte de ces antigènes est quand même extrêmement intéressante. Donc c'est en 2009 l'équipe de Boston qui découvre PLA2R comme antigène majeur en utilisant un extrait glomérulaire humain qui font migrer sur un gel en Western blot. Et en fait la particularité de leur manip, c'est qu'ils ont oublié d'introduire le bêta-mercaptoéthanol qui permet de rompre les ponts disulfure et de bien faire migrer les protéines sur gel. Et grâce à cette erreur de manip,
parce que tout le monde jusque-là mettait du bêta-meux dans les manips, ben, ils mettent en évidence que les patients qui ont une GEM on reconnaisse une protéine qui fait à peu près 180 kilodalton qui est contenu dans cet extrait glomérulaire, qui est sensible, l'épitope en tout cas est conformationnel parce qu'il est sensible à la structure tridimensionnelle. Et ensuite, à partir de cette bande, il caractérise en spectrométrie de masse des protéines candidates, dont PLA2R, et après il valide avec ce marquage en confocal que les dépôts d'IgG4 qu'on retrouve chez les patients colocalisent avec les dépôts, avec le marquage de PLA2R, et donc comme ça, il démontre que PLA2R est la cible antigénique majeure de la GEM. Et donc ça, c'est des papiers extrêmement importants qui ont vraiment changé la prise en charge de la maladie. Et la même équipe, un an après, publie ce papier qui nous avait interpellés. Moi, à l'époque, j'étais en thèse dans le labo qui avait cloné PLA2R dans les années 2000. Et ce papier, qu'est-ce qu'il montre? Il montre qu'il y a des patients, notamment ce patient-là, qui a un cancer de la prostate et une GEM, qui est immunisé contre une protéine issue de l'extrait glomérulaire, mais qui n'est pas PLA2R. Donc, quand on a lu ce papier, on s'est dit, on va essayer nous aussi de chercher la nouvelle cible antigénique. Et puis moi, j'avais monté une petite cohorte de patients sur lequel on essayait de caractériser les épitopes de PLA2R. Et donc, on a pris un étudiant en master pour lui dire, tu vas apprendre de l'extrait glomérulaire, tu vas screener ma cohorte et tu vas chercher le deuxième antigène. Et donc cet étudiant en thèse, donc c'est Nicolas Thomas, qui a signé le New England donc en master, a trouvé un patient. Donc ça, c'était un de mes patients qui était co-infecté VIH-VHC. Et exactement la même méthode, spectrométrie de masse, protéines candidates. Il avait une vingtaine de protéines candidates, dont THSD7A, et il a identifié THSD7A. Et il a montré, lui, par élution des dépôts sur biopsie, que les patients qui étaient négatifs pour PLA2R, une partie, étaient THSD7A positifs. Donc voilà comment faire en Master 2, un New England. Bon, je vous avoue que moi, personnellement, j'avais complètement halluciné parce que je galérais à faire mettre au point mes épitopes et tout. Et lui, en moins de 6 mois, il a réussi à faire tout ça. Donc, c'est quand même quelqu'un d'assez exceptionnel. Et vous allez voir que c'est lui qui signe beaucoup de papiers extrêmement importants dans la GEM. Donc ensuite, quand on a bien caractérisé ces anticorps, donc on a deux cibles antigéniques majeures, donc PLA2R c'est 70% des patients, THS c'est un peu moins de 5%. Tout l'objectif dans les maladies auto-immunes, vous le savez bien, c'est de savoir si les anticorps sont la conséquence de la maladie ou sont porteurs de la maladie. Et donc, la première étape, c'est de corréler l'activité de la maladie au titre d'anticorps. Donc, vous voyez que ça corrèle parfaitement pour PLA2R et on retrouve les mêmes choses pour THSD7A, c'est-à-dire qu'on a un taux élevé quand on est actif, le taux baisse en rémission et le taux remonte en rechute. Ce qui est aussi extrêmement intéressant et un argument fort de la pathogénicité des anticorps, c'est que dans les formes de GEM qui vont rechuter en post-transplantation sur greffon, on retrouve des anticorps anti-PLA2R qui sont associés à cette rechute. C'est ce qu'on a fait dans cet essai. Ça, c'était un vieux PHRC où on avait une cohorte prospective et une cohorte rétrospective. Et sur ces deux cohortes de patients où on a prélevé le sérum à J0 et on a suivi pour voir s'il rechutait ou pas, on a pu montrer que dans le groupe des patients qui va rechuter en post-transplantation, les anticorps anti-PLA2R sont positifs. On a fait une courbe ROC pour définir le seuil prédictif associé à la rémission et on est tombé sur 10,5 qui est à peu près le seuil de positivité qui est à 14 du kit. Et on a montré que la rechute était bien plus importante chez les patients qui avaient un taux positif d'anti-PLA2R. Donc ça, c'est un marqueur extrêmement important pour parler de pathogénicité des anticorps. Donc ensuite, on a validé cette pathogénicité in vitro en transfectant des cellules HEK avec PLA2R, en mettant le sérum du patient et en ajoutant du complément. On a une liste des cellules qui est dépendante du complément. Et ensuite, la preuve majeure pour parler de pathogénicité des anti-PLA2R, c'est le transfert
du patient à l'animal des anticorps anti-PLA2R. Donc ça, c'est deux études allemandes. Donc ça, c'est une étude qui est signée par Nicolas Thomas, toujours lui, qui je pense, c'est le meilleur modèle, a pris des souris qui n'ont pas de système immunitaire, des souris KO pour RAC2, à qui il a forcé l'expression de PLA2R parce que la souris n'exprime pas PLA2R au niveau du podocyte et donc a transféré des IgG purifiés à ces souris et montré qu'elles développaient une GEM. Le modèle de porc aussi a été utilisé puisque le cochon exprime PLA2R au niveau du podocyte. Lui aussi présente des dépôts d'anti-PLA2R, une activation du complément et une protéinurie. Pourquoi c'est un petit peu moins beau le cochon? Parce que il y a toujours un risque de dépôt d'anticorps humains non spécifiques associés une activité, une immunisation contre ces anticorps du cochon contre les anticorps humains et donc une glomérulonéphrite plutôt secondaire. Donc vraiment le plus beau modèle, c'est celui de Nicolas Thomas. Pour THS-D7A, Nicolas aussi a également montré que le transfert d'anti-THS humain à la souris là aussi, là exprime THS dans le podocyte, induit bien une GEM en activant le complément. Donc on a 75% des GEM qui sont bien caractérisés et puis tout le monde a continué à chercher les 25% de formes PLA2R qui sont ni THS ni PLA2 positives, chercher les nouvelles cibles antigéniques. Et la stratégie de l'extrait glomérulaire a plus fonctionné, plus personne n'est arrivé à sortir une nouvelle protéine. Et c'est par un résultat, moi, que j'avoue que j'ai du mal à comprendre, mais maintenant qui est rentré vraiment dans la routine du diagnostic de la GEM, c'est cette expression histologique de l'antigène dans les GEM. Dans les GEM, c'est vrai pour PLA2R, c'est vrai pour THSD7A et c'est vrai pour les autres formes, on a une surexpression de l'antigène au niveau de son expression tissulaire, au niveau du podocyte, de ces antigènes. Vous voyez, sur un rein normal, on n'a pas d'expression de PLA2R, ou on en a une très faible expression. Quand on cherche à marquer PLA2R dans un rein de GEM PLA2R médié, on a une surexpression de cet antigène qu'on retrouve pas dans les formes secondaires non liées à PLA2R. Et donc à partir de ça, là c'est plutôt les anapathes qui ont pris la main pour caractériser les nouvelles cibles antigéniques. C'est l'équipe de Sanjeev Sethi qui a récupéré des biopsies rénales de forme PLA2R THS négative, qui a fait de la microdissection de glomérules. Et là, au lieu de chercher des anticorps qui reconnaissent cet extrait glomérulaire, il a recherché des protéines qui se surexpriment au niveau du tissu et qui, par rapport à un tissu sain et en spectrométrie de masse, il a pu comme ça identifier notamment la sémaphorine 3B, qui est où on retrouve cette surexpression en immunohistochimie de l'antigène et on retrouve des anticorps circulants dans un second temps, qui est plutôt associé aux formes pédiatriques. Deuxième antigène, toujours la même stratégie, toujours la même équipe. NEL1 a été ainsi caractérisé et plutôt associé aux formes liées au cancer. Et là, ça c'est une découverte française qui est un papier extrêmement important et extrêmement bien fait qui a été mené par Mowgli Lequintrec à Montpellier. Donc Mowgli, elle avait par chance, elle est tombée sur des patients qui développaient une polyneuropathie démyélinisante associée à une GEM, donc tableau extrêmement rare. Euh, et elle a montré que ces patients-là avaient des anticorps dirigés contre la contactine, qui est une protéine qui est présente, enfin qui est associée à ces tableaux de polyneuropathie. Et elle a montré que la contactine était présente dans le rein, dans le glomérule, et elle a montré une colocalisation entre le marquage de contactine et les dépôts d'IgG4 de ces deux patients. Elle a élué ces anticontactines et montré qu'ils reconnaissaient ces anticorps, ces dépôts d'IgG sur la biopsie et elle a montré qu'il reconnaissait bien la contactine. Donc là, c'est vraiment un très beau papier. Alors moi, j'en ai jamais vu des patients comme ça, mais ça explique ces formes secondaires, ces formes un peu où on a en fait un anticorps
anticorps qui reconnaît un seul antigène, mais qui est présent dans deux tissus et qui donne ce tableau avec deux atteintes d'organes. Donc c'est rarissime, mais en tout cas c'est décrit et c'est extrêmement intéressant pour comprendre cette mécanistique. Donc maintenant voilà une liste qui ne cesse de s'agrandir de nouvelles spécificités antigéniques qu'on retrouve dans la GEM. Donc tout ce qu'on a dit sur la pathogénicité des anticorps, c'est démontré pour PLA2R, pour THS. Pour les autres, c'est pas encore démontré. PLA2R et THS, la positivité suffit à poser le diagnostic dans un contexte de syndrome néphrotique. On n'a pas besoin d'aller à la biopsie, alors que pour les autres, c'est pas encore validé. Mais en tout cas, maintenant, on a de plus en plus d'outils diagnostiques et de suivi dans ces glomérulopathies. Donc, les anticorps qui se dosent en routine, c'est PLA2R, THS. La contactine se fait dans certains labos. Et Nel-One vient de sortir dans la même mosaïque que les anti-PLA2R et les anti-THS. Donc, on va pouvoir petit à petit enrichir notre catalogue pour le diagnostic des GEM. Le rôle du complément, c'est un point extrêmement important parce que bah, c'est une maladie qui est essentiellement médiée par des IgG4. IgG4 qui n'ont pas une forte capacité à activer la voie classique. Mais c'est important d'essayer de comprendre le rôle du complément dans ces pathologies pour savoir s'il y a une place pour les inhibiteurs du complément dans le traitement des GEM. Donc on avait là, c'est les mêmes cellules HEK qu'on avait transfectées avec PLA2R. Ça, c'est un master qui avait fait ça dans l'équipe de Véronique Frémaux-Bacchi où on avait purifié les IgG et montrer des dépôts de C3 à la surface des cellules HEK transfectées avec PLA2R pour ces patients. On avait utilisé des sérums déplétés en différentes fractions du complément et montré qu'en gros, quand on déplétait le C1Q, rendant la voie classique inactive, on a une perte quand même assez importante d'activité de cette lyse associée au complément. Une équipe suisse a étudié là sur des podocytes, c'est pas des cellules transfectées, c'est des podocytes qui expriment naturellement PLA2R, a étudié le rôle de la voie des lectines et montré que le sérum plus le complément induisait une lyse des podocytes qu'on pouvait neutraliser avec différents inhibiteurs du complément et qu'on rétablissait en ajoutant du MBL, donc en ciblant la voie des lectines. Ce qui montre également, c'est que cette toxicité liée aux lectines est assez dépendante des IgG4, c'est ce que vous avez sur cette manip, et il montre également que les IgG4 sont capables de lier le MBL et donc d'activer la voie des lectines, c'est ce qui est sous-tendu dans ce papier. Et ils montrent, enfin leur hypothèse, c'est que des défauts de galactosylation des IgG4 sont à l'origine de cette fixation du MBL qui active la voie des lectines et qui induit des lésions podocytaires. Pour réconcilier, oui, Je peux te poser une question? oui, bien sûr. Comment tu imagines, toi, sur le plan physiopathe, vu la localisation de l'antigène, tu vois, qui est dans la côté chambre urinaire, enfin, tu vois, Mm, comment passer à la fois les IG, mm, des protéines du complément qui sont énormes. Tu ouais. t'imagines le truc comment, toi, en fait? Ouais, bah c'est assez complexe et assez inintuitif et je t'avoue que ça fait partie des éléments où ça reste quand même assez flou. Euh, Qu'est-ce que la perméabilité de la membrane basale va permettre comme passage de protéines et comme passage de et pour permettre tout ça, j'ai pas trouvé beaucoup de réponses dans la littérature sur tout ça. C'est pas très bien étudié. Et ça paraît quand même assez complexe, enfin assez voilà, c'est pas clair. Il y a ce papier-là de Nicolas Thomas qui peut apporter un élément. Lui, il regarde sur la biopsie les dépôts associés de C3 et de C3 convertase et des différentes fractions IgG C1Q et IgG MBL pour essayer de voir c'est pas juste par proximité entre les différents composants, mais ça rejoint un peu ce que tu dis. S'il y a une possibilité d'interaction entre toutes ces molécules, ça c'est sur des analyses histologiques. Et ce qui monte, c'est ce qui est le plus proche, c'est la chaîne IgG-C1Q qui active le complément. C'est ce qu'on retrouve là sur ces biopsies, avec une proximité qui est beaucoup plus forte que IgG-MBL.
Euh, pour aller plus loin dans son modèle, lui, il a ensuite, une fois qu'il a décrit ça sur des lésions histologiques, enfin sur des biopsies de patients, où il associe la proximité des dépôts à l'activité du complément. Il utilise un modèle de souris où il va bloquer la C3 avec un siRNA pour montrer le rôle du complément dans la protéinurie. Et ce qu'il montre, c'est qu'en bloquant le C3, on a une diminution significative, mais qui est quand même assez modérée, de l'albuminurie. Donc un rôle du complément qui joue sur le niveau de protéinurie, mais qui est pas central. Et tu vois, quand je mets ce dessin, c'est ça que c'est ta question qu'on a du mal à percevoir. C'est quel niveau de perméabilité permet de laisser passer tous ces constituants et d'induire une vraie activité du complément. En tout cas, elle a un rôle dans la protéinurie. Ça semble certain. Et ça a l'air plutôt d'être médié par les IgG1 et la voie classique du complément. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, c'est le niveau de preuve qu'on a actuellement sur le rôle du complément dans les GEM. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Non, mais c'est troublant parce que c'est un peu comme dans la LGN aussi avec les antinéphrines, quoi. Ah ben, c'est encore pire parce qu'on les voit même pas, les antinéphrines. Mais bon, là, on arrive quand même à un niveau de preuve. Moi, au début, j'avais de gros doutes, mais bon, là, je pense qu'on peut plus douter et qu'il y a quand même des choses, voilà. Mais oui, oui, je suis d'accord, c'est assez, c'est perturbant. Donc deuxième étape, c'est donc une fois qu'on a à peu près enfin déroulé l'antigène qui reconnaît l'anticorps qui reconnaît un antigène qui active le complément avec toutes les limites de la compréhension qu'on en a et qui induit les lésions podocytaires. Euh, Là, le travail sur la caractérisation des épitopes, c'était en fait initialement pour essayer de comprendre où est-ce que ça se situait. Et en fait, on a plutôt décrit des mécanismes d'activité et de rémission spontanée par ce mécanisme d'épitope spreading. L'objectif initial de ces travaux, c'était de caractériser l'épitope enfin le domaine qui contenait l'épitope des anti-PLA2R, parce que PLA2R, c'est une grosse molécule qui a 10 domaines extracellulaires. Et donc, on s'attendait à tomber sur un domaine. Donc, on a produit des mutants de délétion de PLA2R, on a validé leur expression et on a testé la reconnaissance sur différents patients. Et en fait, au début, on s'est rendu compte qu'on avait des profils très différents. Et donc, on a testé une cohorte un peu plus complète de 50 sujets où on a montré que pour 12 sujets, quand on enlève le domaine N-terminal, on perd totalement la reconnaissance du récepteur. Pour 11, il fallait enlever le domaine CTLD1 et pour 27, il fallait enlever le domaine CTLD7 qui était l'avant-dernier domaine de la molécule. Pour essayer de mieux y comprendre quelque chose, on a produit chacun des domaines. On a montré que tous les patients GEM c'est le domaine 6R, donc le domaine N-terminal, qui est le domaine immunodominant dans la GEM. Et pour juste un tiers des patients, ça s'arrête là, il n'y a pas d'autres domaines reconnus. Pour 20% des patients, il y a 2 domaines reconnus. Et pour 47% des patients, il y a 3 domaines reconnus de PLA2R. On a essayé de relier ça à l'évolution et à la présentation clinique des patients. Donc, on a d'abord montré que les patients immunisés contre un seul domaine étaient plus jeunes, avaient une protéinurie plus faible, un taux de rémission spontanée qui était plus important, avec 40%, plus de 40% contre seulement 10% dans les patients immunisés contre 3 domaines, un moins bon pronostic et beaucoup plus de patients allaient vers la dialyse quand ils étaient immunisés contre 3 domaines. On a aussi montré que c'était un phénomène dynamique dans le temps. Ça, c'est un même patient qui est resté longtemps sous traitement symptomatique seul, qui était immunisé contre un seul domaine.
il a fait une aggravation de sa maladie et qui s'est traduite par une immunisation en cascade sur plusieurs domaines associés et qu'on a dû traiter par rituximab. Et au final, quand on reprend, alors ça c'est des cohortes rétrospectives, mais quand on reprend l'évolution de la fonction rénale de ces patients, on avait une fonction rénale qui était conservée chez les patients immunisés contre un seul domaine, alors qu'elle se dégradait chez les autres. Mais Euh, il n'y a oui. pas du tout de complexe humain circulant. Il y a pas la protéine n'est pas clivée, PLA2R n'est pas clivée, elle pourrait se balader Non, dans ça, on n'en a jamais trouvé de complexe humain circulant. même avec tes petits motifs moléculaires. Ouais, ouais, Isolés, ouais. mm, exactement. Et moi, j'avais une Elle a vraiment une expression très podocytaire, cette protéine. moi, On j'avais en une autre retrouve question. peu ailleurs. Ouais. Ouais, ce phénomène d'épitome spreading, donc, qui est associé à une gravité plus importante, plaide à l'encontre de ce qu'on a longtemps fait, c'est-à-dire attendre 6 mois avant de mettre un traitement immunosuppresseur? Est-ce que c'est de se dire que finalement, il faut mieux pas Bah, attendre, parce que plus on ouais. attend, plus on étend effectivement le nombre d'épitomes Bah, reconnus et plus on risque de... c'est assez parce qu'on a plein de patients qui restent toute leur vie comme ça, D'accord. qui évoluent pas et où ça se passe très bien. En fait, nous, on l'a plus utilisé comme un marqueur pour cibler les patients à traiter plus rapidement et à plus attendre justement les 6 mois d'évolution. Parce que quand tu attends les 6 mois sur des formes comme ça se dégrade beaucoup plus vite que sur des formes où c'est stable, où finalement il y a rarement de... Enfin, ça arrive, hein, mais ça, on a trouvé un cas alors qu'on a beaucoup plus de cas où ça reste stable et ça évolue peu. Donc, on l'a plutôt utilisé comme un marqueur de traitement, Et d'agressivité. Ouais. dans les maladies auto-immunes, tu connais d'autres modèles de Ouais. pathologie de ce phénomène de screening, c'est quoi? Oui, tu le retrouves dans d'ailleurs, moi, j'ai copié un papier sur le pemphigus. C'est exactement les mêmes figures. Et qui était sorti quelques années avant moi et en fait, qui m'avait été présenté au desk d'Immuno à l'époque. Et d'un coup, ça m'a éclairé parce que moi, au début, je ne comprenais rien. J'avais des Western blot où ça s'allumait pas aux mêmes endroits. Et donc dans le pemphigus, donc contre la desmogléine, là je vous ai mis l'exemple, pardon, de la néphrite de Hyman, bon qui est une GEM mais liée à la mégaline, où tu as une immunisation contre le peptide immunodominant, tu injectes que ce peptide, pas la mégaline entière, mais juste le peptide immunodominant au rat. Il va faire une maladie active au bout de 12 semaines et tu vois que le rat s'est spreadé au début, il est juste immunisé contre L6 et ensuite, il s'est immunisé contre toutes les autres protéines et c'est là où tu as une protéinurie qui augmente. Et en fait, tu retrouves du spreading dans le cancer, tu retrouves du spreading dans les maladies infectieuses. Donc, c'est vraiment un mécanisme de défense et que tu retrouves dans plein de maladies auto-immunes, mais qui est pas vraiment utilisé en diagnostic, enfin en tout cas en traitement. Et donc par rapport au spreading, il y a eu une polémique et d'ailleurs je mets pas le papier, mais il y a un papier allemand. C'est pas l'équipe de Nicolas, c'est une autre équipe qui a dit bah en fait le spreading, tous les patients sont spreadés et c'est pas du tout un bon marqueur diagnostique. Et là, je suis très soulagée parce que ce papier là, c'est un papier chinois qui est sorti en janvier, le mois dernier, sur 389 GEM, qui a caractérisé d'autres domaines. Au-delà des trois, moi, dont je parle, il a rajouté le CTLD5. Et lui, il montre que chaque immunisation contre un domaine aggrave de 15% le pronostic de rémission. Donc, il confirme bien cette immunisation en cascade qui est associée à l'aggravation de la maladie. Et donc, après, dernier modèle dans la GEM pour THSD7A, ça c'est Nicolas Thomas qui a fait ce papier, donc il a que 31 patients, donc il n'a pas de relation avec la clinique.
Mais il montre bien que les patients s'immunisent en cascade contre les différents domaines de THS-D7A. Et nous, là, on a une cohorte, là maintenant, on arrive à 45 patients THS, donc où on essaie de le lier au pronostic, hein, pour raconter l'histoire, et on essaie aussi de faire la même histoire que celle de Ayman, d'immuniser contre le domaine immunodominant de THS, donc le D1, et de voir si ça spread et si ça s'aggrave avec la maladie. Donc voilà l'état des connaissances sur l'épitope spreading dans la GEM. Donc pour les traitements des GEM, donc on dispose actuellement de quatre, et nous on vient de publier un cinquième essai randomisé que je vais vous présenter sur le recours, enfin sur le traitement, comment traiter les GEM. Donc le premier essai, c'est un essai français, c'est GEM-Ritux qui compare à un placebo le rituximab à 375 mg mètre carré à J1, J7, qui est malheureusement un essai qui est négatif sur son objectif principal de rémission à 6 mois et qui va être positif quand on allonge le suivi. Donc les raisons de la négativité de cet essai, je vais revenir dessus. Ensuite, il y a l'essai Mentor qui a comparé la rituximab à de la cyclosporine sur 130 patients GEM. Et ce qui montre, c'est que à l'arrêt de la cyclosporine, on a un taux de rechute qui est extrêmement important par rapport au rituximab. Donc c'est plutôt un essai qui est en faveur du rituximab et de l'effet juste suspensif de la cyclosporine dans la GEM. Ensuite, il y a l'essai Starman qui a comparé un bras endoxant à un bras tacro pendant 6 mois, suivi d'1 gramme de Ritux à la fin des 6 mois de tacro, où là aussi l'essai est plutôt en faveur de l'endoxant, qui est le traitement standard pour les formes sévères maintenant. Et le dernier essai, c'est Ricyclo, qui a montré qu'une équivalence entre l'endoxant, donc le traitement de référence, et le rituximab à J1, J15, à 1 gramme à J1, J15, donc ça fait des doses un peu plus importantes que là, et qui montre l'équivalence de ces deux bras. Et donc ce qui fait que maintenant, dans les cas d'ICO, on réserve le rituximab dans les formes peu sévères, enfin dans les formes à risque modéré, et dans les formes à haut risque, on réserve plutôt l'endoxant. Nous, c'est pas forcément ce qu'on fait, mais en tout cas, c'est la stratégie recommandée par les CADICO. Donc pourquoi l'essai GEM-Ritux est sorti négatif? Donc en fait, Pierre Ronco, quand on a publié notre papier sur l'épitope spreading, nous avait demandé de valider l'épitope spreading sur sa cohorte GEM-Ritux. Et donc c'est une cohorte intéressante parce qu'il y a des patients dans le bras placebo qui n'ont pas reçu de traitement immunosuppresseur pendant 1 an, et où on a l'histoire naturelle pendant 1 an, contre des patients qui ont été traités par rituximab. Et donc, ce qu'on a pu définir, c'est que le taux de rémission spontanée chez les patients non spreadés est de 45%. C'est un peu ce qu'on avait dans la cohorte rétrospective. Donc, en gros, il y a moins d'un patient sur deux qui a guéri tout seul dans ce bras symptomatique. Et ce qu'on montre dans cette étude, quand on analyse le spreading, le traitement, c'est que le spreading à M0 est un marqueur indépendant de rémission, là où le recours au traitement n'a pas forcément était un marqueur de rémission dans cet essai GEM-Ritux. Donc ça, c'est un essai qui a validé le rôle prédictif de rémission du spreading. Et ensuite, on s'est intéressé à la dose de rituximab. Toujours dans l'essai GEM-Ritux, on a dosé le rituximab à 3 mois après injection. Et ce qu'on a mis en évidence, c'est que les taux résiduels de rituximab étaient négatifs dans cet essai, alors que nous qui traitions nos GEM à 2 grammes, alors pas parce qu'on pensait que c'était mieux, mais juste pour pas gaspiller, comme c'est des flacons de 500, pour pas gaspiller un flacon. Donc on a donné 2 grammes, on avait toujours donné 2 grammes à nos patients, et nous on avait des taux résiduels de rituximab qui étaient plus importants. On a montré que à 2 grammes, on rentrait plus rapidement en rémission, on déplétait les B pendant plus longtemps, et on déplétait les anti-PLA2R plus rapidement. Ce qu'on a également, on a analysé la réponse en fonction des doses et du spreading. Et ce qu'on montre, c'est que
à la fin du suivi, quelle que soit la dose de rituximab injectée, les patients rentrent tous en rémission quand ils sont non spreadés, alors que quand ils sont spreadés, la dose a un plus gros impact sur la rémission. Donc, à partir de ces observations, on a conclu que les patients spreadés, ça servait à rien d'attendre la rémission spontanée. Ils rentreraient pas en rémission. Il y a moins de 1% de patients qui rentrent en rémission. Donc ceux-là, il fallait les traiter tout de suite et les autres attendre qu'ils rentrent en rémission. Et quand ils sont spreadés, plutôt les traiter à forte dose. Donc on a démarré un PHRC en 2000. Enfin, on a obtenu le financement en 2017 et démarré les inclusions en 2018. Où on compare le traitement standard à l'époque qui était le traitement Gemritux, on attend 6 mois et on traite que si le malade est actif, contre le traitement personnalisé où en gros on traite les formes spreadées rapidement à forte dose et les non spreadées, on attend qu'ils rentrent en rémission spontanée. Donc on avait des taux de rémission attendus de 40 et de 80%. On a inclus 64 malades dans cet essai. 33 dans le bras personnalisé, 31 dans le bras Gemritux, et on a à 12 mois, qui était notre objectif principal, un taux de rémission qui était bien supérieur dans le bras personnalisé. Euh, ce qui est un résultat aussi qui est important, c'est la progression, enfin l'amélioration de la fonction rénale à 1 an, qui était supérieure dans le bras personnalisé que dans le bras standard. Euh, donc, un des éléments importants pour le traitement de ces maladies auto-immunes, ça nous semblait de suivre le rituximab, en tout cas de doser le rituximab. Pourquoi? Déjà parce que tous les monoclonaux sont recyclés par les récepteurs FcRn qui sont présents sur les cellules endothéliales, qui protègent les monoclonaux de la lyse. Et il existe, en fonction de l'interaction qu'on peut avoir avec ces monoclonaux, une forte variation inter-individuelle. Et dans la GEM, comme il y a un gros syndrome néphrotique, il y a une fuite urinaire de protéines. Et donc, il y a une fuite urinaire des monoclonaux qu'on injecte. Ça, on l'a démontré en comparant des taux résiduels de médicaments entre des GEM et des myasthénies qui étaient appariées pour le poids et pour l'âge et le sexe. Et donc que ces patients GEM pissent leurs médicaments et donc sont plutôt sous-traités par rapport aux autres maladies auto-immunes. Donc on a récupéré nos cohortes de patients rétrospectives de 68 sujets. On a dosé les taux résiduels de rituximab à 3 mois et on a analysé si on pouvait prédire la réponse avec ces taux des 3 mois ou si c'était un argument pour retraiter les malades. Donc ce qu'on montre, c'est que à 3 mois, les patients qui ont un taux résiduel de rituximab détectable, 80% vont rentrer en rémission. Par contre, si à 3 mois, le rituximab est indétectable et que les patients ont une forte protéinurie, on a à plus de 5 grammes 5, on n'a aucune chance de rémission. Et vous voyez que le taux de rémission, la rapidité de rémission, quand le taux de rituximab est détectable, est bien plus importante que quand il est indétectable. Donc, on a ensuite voulu montrer que c'était un marqueur indépendant de la rémission, que le taux résiduel de rituximab à 3 mois était un marqueur indépendant de la rémission. Et ensuite, on a voulu comprendre qu'est-ce qui influençait le plus le fait d'avoir un taux de rituximab détectable à 3 mois. Et en fait, le marqueur qui sort en analyse multivariée, c'est le taux d'albumine. Donc, en gros, si on a un taux d'albuminémie à 20 par rapport à 26, eh ben, on a beaucoup plus de chances d'éliminer son rituximab. Et en gros, ce que ça nous dit, c'est que plus les patients ont des formes sévères de GEM, plus on les sous-traite avec nos 2 grammes. Et donc, il faudrait probablement donner des doses plus importantes à ces patients qui ont une hypoalbuminémie. Donc, pour modéliser tout ça, on a donné cette même base de données à des mathématiciens pour qu'ils nous définissent un algorithme qui pourrait prédire le risque de sous-dosage en rituximab. Et donc, c'est ce qu'ils nous ont sorti à partir du poids, de la taille, de l'âge, du sexe
du taux de PLA2R à J0, de l'albumine à J0 et J15 et de la créate à J0 et J15, ils nous sortent un risque de sous-dosage avec une sensibilité et une spécificité autour de 80%. Et donc, on a validé que cet algorithme marchait bien dans une autre cohorte, en montrant que quand le risque de sous-dosage est entre 0 et 50%, le délai de rémission est inférieur à 5 mois, alors qu'il augmente quand le risque de sous-dosage est important. Et pareil, la dose de rituximab pour induire la rémission a été plus importante quand le risque augmente. Donc, on a validé sur une cohorte ouverte, non contrôlée de 14 patients, que l'algorithme pouvait prédire la dose de rituximab à proposer. Donc, on a traité 14 malades selon l'algorithme. 7 avaient moins de 50% de chances de sous-dosage, donc on les a traités par 2 grammes et 6 d'entre eux sont rentrés en rémission. 3 avaient un risque intermédiaire, on leur a donné 3 grammes et les 3 sont rentrés en rémission. Et 4 avaient un risque élevé, on leur a donné 4 grammes et 3 sur 4 sont rentrés en rémission. On a donc proposé ce modalité de traitement dans le PHRCA Eritux dont on parlait avec Alexandre, donc dans lequel vous incluez des patients. Donc on a un taux de rémission qui est estimé à 55% dans le bras standard, donc à dose fixe, et un taux de rémission à 80% dans le bras personnalisé. Et donc on doit inclure 130 malades. Et donc voilà, on en est à un peu plus de 30 patients inclus dans cet essai, donc une analyse intermédiaire à la moitié des inclusions, et on espère arriver à démontrer que cette adaptation de la dose a un intérêt dans la GEM. Deuxième point sur le monitoring du rituximab. Le rituximab, c'est une molécule chimérique qui est une grosse molécule et donc qui induit l'apparition d'anticorps anti-médicaments chez environ 40% des patients. On en a mis en évidence. Ces anticorps sont associés à une moins bonne déplétion en CD19 et à plus de rechutes. On a montré in vitro que ces anticorps ont un effet neutralisant sur la cytotoxicité du rituximab sur les baies, qu'elles soient médiées par le complément ou médiées par les NK. Et ensuite, on a regardé l'impact de ces anticorps dans une cohorte italienne, une collaboration qu'on a fait avec des Italiens de Florence, où là, on a montré que les patients qui avaient des anticorps anti-rituximab avaient donc une moins bonne déplétion en B à 6 mois. Avaient des taux de rémission qui étaient moins importants à 6 mois, à 12 mois et plus de rechutes également. Et c'est des patients qui ont un tableau plus sévère avec plus d'anticorps anti-PLA2R. On s'est intéressé au profil de ces patients et on a essayé de comprendre quel type de patients développaient des anticorps anti-rituximab. Et ce qu'on a montré dans nos cohortes, c'est que ces patients qui développaient des anti-rituximab étaient des patients, donc comme on l'a dit, qui avaient des taux élevés d'anti-PLA2R, qui avaient plus d'épitopes spreading. Ils avaient tous un déficit en vitamine D plus important que ceux qui développent pas d'anti-rituximab, et ils avaient un taux d'IL-17 qui était beaucoup plus élevé. Et également un indice de masse corporelle qui était plus important, donc avec des taux résiduels de rituximab probablement plus faibles, mais ça on n'est pas arrivé à le démontrer. Donc là aussi, ce qu'on montre, c'est que plus les patients sont sévères, plus ils vont s'immuniser contre le rituximab. Donc là aussi, les formes sévères sont sous-dosées et en plus s'immunisent contre le rituximab. Donc qu'est-ce qu'on propose aux patients immunisés contre le rituximab? Nous, c'est ce qu'on a fait à Nice dès qu'on les a mis en évidence. On propose un switch. C'est ce qui est fait dans les maladies, c'est ce qui est fait en rhumato, de switcher vers un anti-CD20 humanisé. Et donc là aussi, on a travaillé avec des Italiens qui, eux, retraitent leurs malades en cas de rechute par rituximab, qu'ils aient ou non donc là, on a pris que des patients qui avaient des anticorps anti-rituximab. 19 sont retraités par rituximab et 15 niçois sont traités par une molécule humanisée. Donc on a validé que les patients étaient à peu près aussi graves d'un côté que de l'autre.
Et donc, on a validé qu'il n'y avait pas de réaction croisée entre les anti-rituximab et l'obinutuzumab. C'est ce qu'on a montré ici in vitro. Et ce qu'on montre, c'est que les patients avec des anti-rituximab répondent mieux à l'obi qu'au rituximab. Et on peut dire aussi que l'obi est plus efficace que le rituximab. Et ils ont des taux de réponse à 1 an qui sont inférieurs à 40%. Donc, c'est des taux qui sont en dessous de ce qu'on attend chez un patient GEM traité par rituximab, où on est plus à 55-60% de rémission. Alors, ensuite, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'ils s'immunisent contre l'OBI? Parce que un des gros arguments, c'est que comme c'est humanisé, les patients s'immunisent moins. Mais moi, ce que j'ai toujours eu dans mes cours d'immuno faits par des immunologistes pharmacos, c'est qu'en fait, c'était pas tellement l'origine chimérique, mais la taille de la molécule qui induisait l'immunisation. Et donc, qu'en pratique, on s'immunisait contre tout. Donc, on a cherché à voir si nos patients traités par OBI développaient des anti-OBI. Donc, on a développé un ELISA pour mettre en évidence des anti-OBI. Et ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que sur les 16 patients traités par OBI, donc qui ont des anti-rituximab, 11 ont développé des anti-OBI. Et ce que vous voyez, c'est donc que ces anti-OBI, comme les anti-rituximab, apparaissent entre 6 à 9 mois après. Et que globalement, c'est des patients qu'on retraite très régulièrement. Vous avez ce premier patient qu'on retraite presque tous les ans. Enfin, après, on est un peu espacé. Ensuite, lui aussi, plusieurs rechutes. Celui-là aussi, plusieurs rechutes. Enfin, voilà, ça reste des patients sévères. Alors maintenant, ce qu'on essaie de voir, c'est si les anti-OBI sont neutralisants et s'ils vont avoir un impact sur la réponse à l'OBI comme on l'a montré pour le rituximab. Donc en pratique, dans une GEM qui ne répond pas ou une GEM qui rechute, on recherche s'il y a des anticorps anti-rituximab à 6 mois et s'il y en a, on switch par l'OBI et après, ben, on verra ce qu'on fait en troisième étape si on reste avec des anti-OBI, des rechutes fréquentes ou une moins bonne réponse, ben pour l'instant, je sais pas trop ce qu'on va faire. Peut-être de l'endoxan. Quand le rituximab est indétectable, que le patient ne rentre pas en rémission, on conseille plutôt de retraiter les patients par rituximab si on n'a pas d'anticorps anti-rituximab. Et puis malheureusement, il y a beaucoup de patients qui ne rentrent pas en rémission, qui n'ont plus d'anti-PLA2, où tout s'est bien passé, qui ont des lésions chroniques de hyalinose qui se sont développées. Et ces patients, on préconise un renforcement du traitement symptomatique. Il n'y a plus d'activité immunologique, mais ces lésions chroniques. Une question que beaucoup d'internistes se posent dans les maladies auto-immunes, c'est est-ce que cibler l'anti-CD20 est une bonne chose? Puisque bah, l'anti-CD20 est exprimé donc dans les pré-B aux cellules mémoire, mais pas dans les plasmablastes ni dans les plasmacelles. Est-ce qu'il faut avoir ciblé plutôt des anti-CD19 pour limiter les rechutes ou des anti-CD38? Ces observations sont parties de pas mal de papiers qui montrent que ce sont les cellules mémoire et la reconstitution des cellules mémoire des B-mémoires qui prédit la rechute dans ces maladies, dans ces auto-immunes. C'est ce qui a été, j'ai pris l'exemple du syndrome néphrotique pour rester dans une maladie proche. Ça aussi, c'est une étude italienne qui montre que, effectivement, les cellules mémoire, l'apparition des cellules mémoire et l'augmentation de ces cellules mémoire entre M6 et M9 est associée à la rechute de ces syndromes néphrotiques. Donc, à l'époque, il n'y avait pas d'antinéphrine pour essayer de monitorer. Donc, c'était un argument pour retraiter ces patients et se poser la question d'un anti-CD19. Dans la GEM, on a repris notre PHRC pour essayer de voir quelle sous-population prédisait la rechute. On a fait à peu près les mêmes marqueurs que dans l'étude italienne. Et là, à l'inverse, alors ça aussi, c'est un résultat que j'explique pas trop, mais à l'inverse, c'est plutôt les cellules naïves qui sont associées à la rechute. Les cellules mémoire ne sont pas associées à la rechute. Et les CD38+,
qui sont associés à la rechute à 6 mois, donc peut-être aussi un contingent à cibler. Voilà. Et là, vous avez la reconstitution des différentes sous-populations dans la GEM après les traitements qu'on a proposés dans le précédent PHRC. Donc voilà où on en est sur les sous-populations dans la GEM. Je sais pas trop quoi penser de ce résultat, mais en tout cas, on vient de le publier dans Kir et voilà, ça différencie un peu la GEM des autres maladies auto-immunes. C'est pas lié un peu aussi à l'âge? C'est une bonne question, ouais, c'est possible ouais, qu'on ait un système moins Mhm. actif. Mm. Oui, tu as probablement raison. Ça différencie pas mal. Il faudrait voir des maladies auto-immunes du sujet âgé. On trouve la même chose, ouais. Un des, une des questions qu'on se pose pour limiter la rechute, c'est est-ce qu'il faut juste cibler le B ou aller vers d'autres stratégies pour cibler le T, puisque ce qu'on avait montré dans un papier, c'est que les patients GEM qui rechutaient le plus fréquemment avaient plutôt un profil TH17 par rapport à ceux qui ne rechutaient pas. Et est-ce qu'en fait, en ne traitant que le B, ben on avait juste le bras effecteur, mais pas on n'avait pas réglé le problème immunologique de fond. On a analysé la réponse T dans la MN, toujours sur le même PHRC. Ce qu'on a montré, c'est un défaut de Treg des patients GEM par rapport à des sujets sains, plus de TH17 par rapport aux sujets sains, et ce taux de Treg à 6 mois est associé à la rémission, c'est-à-dire qu'on a plus de Treg chez les patients qui rentrent en rémission à 6 mois que chez les patients qui ne rentrent pas en rémission à 6 mois. Il y a plein d'études qui montrent que le rituximab a un effet in vivo sur l'induction des Treg. Donc ce premier papier qui est à propos d'un cas, mais qui est intéressant, qui montre que avec la déplétion B, on a une augmentation des cellules FOXP3 en post-rituximab. Et ce papier est confirmé par cette étude de Michel Rosenzweig qui a analysé la cohorte GEM-Ritux sur les profils T et qui montre une augmentation des Treg chez les répondeurs, comme on observe un peu chez nous, et une stagnation chez les non-répondeurs. Donc on s'est demandé, alors ce qui est écrit dans plein de papiers, c'est que bon, le rituximab a un effet anti-B via la DCC et la cytotoxicité dépendante du complément, ça c'est bien connu, mais qu'il y a aussi un effet sur les T, un effet immunomodulateur, et qu'on associe à un effet direct de l'anticorps sur le CD20 qui est présent à faible densité sur les lymphocytes T. Donc, on a voulu, nous, développer un modèle où on prend des PBMC, on met du rituximab, on stimule les cellules et on regarde si on induit ou non, avec rituximab ou sans, ou sur des cellules non traitées, des Treg. Et donc, ce qu'on montre, c'est qu'in vitro, on arrive, en incubant les cellules, à avoir une petite augmentation de rituximab, un peu plus de production d'IL-10 et une baisse des lymphocytes TH17. Donc on s'est demandé si c'était un effet direct du rituximab comme c'est décrit sur le T ou s'il fallait d'autres partenaires. Donc on a isolé des T, on a mis du rituximab dessus et ce qu'on montre c'est que sur des T isolés, on a peu d'induction du rituximab par rapport au sang total. Si on ajoute les B, ça reste la même chose et si on ajoute B plus T, là on a la même niveau de production de Treg que en sang total. Donc on s'est ensuite demandé si c'était un contact direct entre les NK et les Treg via les B ou la production dans le milieu d'une cytokine. Donc on a induit des Treg selon notre méthode, récupéré le surnageant, on l'a mis sur des T. Et donc là, ce qu'on montre, c'est que avec cette méthode, on induit bien des Treg en prenant le surnageant déposé sur les T. Donc, pour voir quelle cytokine produite par les NK était à l'origine de cette induction de Treg, on a bloqué le TGF-bêta et l'interféron gamma, et là, on montre que c'est le TGF-bêta qui est à l'origine de cette production de Treg. Donc, notre hypothèse, c'est que au moment de la DCC,
Le rituximab fixe le Fc gamma récepteur qui va être à l'origine de la destruction du B, mais qui va aussi produire du TGF-bêta qui va être à l'origine de l'induction des Treg. Donc pour valider ça, on a utilisé l'OBI. Alors l'OBI, c'est exactement le même épitope que le rituximab, sauf que l'OBI est indépendant de la cytotoxicité médiée par le complément et ne fait que de la cytotoxicité médiée par les NK. 100% de la cytotox est liée au NK. Donc on a comparé ça. Déjà le niveau d'ADCC entre Ritux et OBI, on a montré que c'était bien plus important avec OBI. L'induction des Treg aussi est plus importante avec OBI et on a plus de mobilisation du NK du TGF-bêta dans les NK avec l'OBI qu'avec le rituximab. Et ce qu'on montre, c'est que dans le sérum des patients en rémission, on a plus de TGF-bêta que chez les patients qui ne rentrent pas en rémission. Donc l'OBI serait assez intéressant pour la GEM, en tout cas pour induire des Treg et peut-être limiter, donc ça reste à démontrer, limiter les rechutes, voir s'il y a un effet à plus long terme sur l'immunomodulation. Déjà, il faudrait, ce qu'on est en train de faire, confirmer le rôle des NK dans l'induction de la maladie et voir combien de temps cet effet dure sous OBI par rapport au rituximab et essayer de comprendre comment induire cet effet sans forcément dépléter en B pour le long terme si on souhaite continuer à induire des Treg pour limiter la rechute. Bon, ça fait beaucoup de si, mais c'est un des objectifs qu'on souhaite démontrer. Dernier point, on se demande toujours comment les patients s'immunisent et comment se passe la rupture de tolérance dans les maladies auto-immunes. Ce qui est généralement admis, c'est les prédispositions génétiques associées à des facteurs environnementaux vont induire une rupture de tolérance. Les facteurs génétiques dans la GEM sont très bien caractérisés. On a 4 études d'IWAS qui ont montré un polymorphisme sur PLA2R, sur le HLA-DQ et sur les voies NF-κB et RF4 qui régulent l'inflammation. Des études épidémiologiques, notamment en Chine, ont montré une très bonne association entre l'exposition aux particules fines et le risque de développer une GEM. Il y a une étude française aussi qui a montré que dans toutes les glomérulopathies, l'exposition aux solvants organiques augmentait le risque d'insuffisance rénale. Et donc, notre objectif était de bien définir les anomalies de régulation et l'impact de l'environnement dans ces anomalies. Je vais... T'as pas demandé à Vincent, là, au Dard, parce que, il y a des données sur la région parisienne où ils disent que tu as une diminution drastique des particules fines si au cours je sais pas, 10 dernières années, est-ce que lui, il a remarqué qu'il avait moins Le de GEM? GEM, Ouais. honnêtement, on n'a pas assez de registres. Je pensais que tu allais me parler de l'étude chez des pédiatres là, où ils montrent les liens entre les virus et les poussées de SNI. Nous, on n'a pas encore, enfin, à part cette étude chinoise qui montre que, en gros, dans les grosses métropoles où il y a beaucoup d'exposition, il y a une augmentation du risque, on n'a pas l'effet inverse où la baisse des expositions induit une baisse d'incidence de la maladie. C'est sûr que ce serait la meilleure démonstration. Euh, Notre hypothèse dans le rôle des particules fines sur l'induction de la GEM, c'est une hypothèse assez classique, c'est l'effet adjuvant des particules fines qui orienterait la réponse immunitaire vers une voie TH17 et une baisse des Treg. Il y a quelques modèles souris et humains qui montrent que l'exposition induit des cytokines pro-inflammatoires, et ça c'est chez l'homme, c'est une étude en Chine où l'exposition d'étudiants chinois à des particules fines, exposées, non exposées, en double aveugle, en mettant des filtres aux particules, module la production d'ARN et de cytokines IL-6 et IL-1 bêta. Donc je vais passer là-dessus pour aller un peu plus vite parce qu'on est loin. Et voilà. Et donc nous, on a utilisé un dispositif où on stimule les cellules immunitaires avec un anti-TLR 7-8 pour mimer une infection virale et un anti-CD3.
on recueille les cellules stimulées, on regarde l'immunophénotypage en cytométrie et la production de cytokines. Donc on a appliqué ce test à nos GEM et on les a comparés à des sujets sains et on a montré que nos GEM produisaient plus d'IL-1 bêta, d'IL-6, d'IL-17, d'IL-4, donc plutôt TH17 et TH2, et moins de TH1 et moins de Treg. On a regardé chez les patients très IL-17 où est-ce qu'ils vivaient, donc plutôt la partie supérieure. C'est les croix que vous avez sur la carte. Et ils vivent plutôt en centre-ville de Nice ou le long des axes routiers, alors que les losanges sont plutôt cette partie-là qui ont des taux d'IL-17 normaux, et eux vivent plutôt en périphérie. Ces patients IL-17 positifs, ils font également plus de thrombose et ils font plus de rechutes, ça je vous l'ai déjà dit. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé chez des sujets sains le confinement et le déconfinement pendant le Covid pour mesurer la réponse immunitaire. Donc ça, on l'a fait sur l'interféron parce que c'était la cytokine à la mode pendant le Covid. Donc on a montré, donc les sujets sont appariés avec un temps de prélèvement quand il y a peu d'exposition aux polluants et un temps de prélèvement quand on a une reprise d'activité. Et donc on a pu corréler comme ça la baisse de l'interféron aux variations d'exposition au PM10 ou au PM2,5. Donc ça, mais on montre pas d'impact sur la maladie. On montre juste un impact sur un marqueur biologique. Euh, Deuxième étude qu'on a faite, ça c'est dans la GEM. On a pris notre cohorte d'une centaine de GEM, on leur a demandé leur métier et on l'a comparé avec les données INSEE. Et là, on montre que les patients GEM pour un tiers travaillent dans les BTP, quand c'est seulement 7% de la population générale. On a une surexposition aux toxiques type solvant, amiante, entre les GEM de nos patients GEM par rapport à la population générale. Et le niveau d'exposition est associé au sexe ratio, puisque c'est plutôt des hommes qui travaillent dans les BTP. Et donc, on a des sex ratios plutôt en faveur des hommes chez ces sujets exposés, alors que quand les sujets ne sont pas exposés, on a un sex ratio qui est plus équilibré. Il y a aussi des différences de profil en fonction des professions, de profil immunitaire, en fonction de l'expression. Euh, donc, pour aller vers notre hypothèse, c'est en repartant des études chinoises, nous avons essayé de voir comment l'exposition aux particules fines induisait une rupture de tolérance dans la GEM. Donc, on est parti initialement de souris normales, exposées, non exposées aux particules fines, et on montre qu'on a une baisse de lymphocytes T régulateurs chez les souris exposées. On a ensuite donc repris la cohorte dont je vous ai parlé pendant le confinement et le déconfinement, exposée ou non exposée aux particules fines. Et là, on montre qu'on a une baisse du taux d'IL-10 quand les sujets sont exposés aux particules fines, donc une baisse des T régulateurs. Et le ratio IL-17 sur IL-10 augmente quand on est exposé aux particules fines. Donc ça, c'est en population générale. Donc, ce qui va en faveur de cette exposition qui fait baisser nos Treg et donc qui nous rend peut-être un peu plus sensibles aux maladies auto-immunes. Et quand on compare les populations GEM en appareil, les populations GEM à la population générale, sur le même niveau d'exposition, on va avoir pour les GEM moins d'IL-10 et plus d'IL-17. Ça, c'est déjà ce qu'on avait démontré, mais il y aurait plus ce profil inflammatoire chez les patients GEM que la population générale. Et si ensuite on teste in vitro, là, on met des particules fines sur les échantillons, sur les cellules des patients et des sujets sains, on montre que les patients GEM sont plus sensibles aux particules fines in vitro que les sujets sains. Et notre hypothèse pour expliquer ça, cette sursensibilité où ils vont faire plus d'IL-6, où ils vont faire plus d'IL-17, c'est peut-être le polymorphisme génétique dont je vous ai parlé en introduction, notamment ce polymorphisme sur NF-κB F4. Et là, on a une cohorte, cette même cohorte de patients, on a les génotypages, donc on est en train de les génotyper pour définir le polymorphisme et tester si effectivement
être homo ou hétérozygote sur tel ou tel allèle NF-κB ou RF4 est associé à une réponse inflammatoire différente, notamment aux particules fines, parce qu'on pense que c'est un bon modèle, pour expliquer ce tableau de nos patients GEM. Donc on est en train de faire ces manips. Donc, on se pose aussi la question de proposer des immunomodulateurs du T aux patients GEM, puisque pour l'instant, on ne cible que les B. Donc, on a identifié, ben, bon, évidemment l'anti-L17, mais aussi d'autres molécules qui auraient un effet intéressant, notamment le levamisole qui est donné dans le syndrome néphrotique de l'enfant pour limiter les rechutes et qui a un effet, en tout cas in vitro anti-L17 important, donc qui pourrait être potentiellement une molécule intéressante dans la GEM. Et donc, on est en train de tester toutes ces molécules dans des modèles de souris pour pouvoir ensuite les passer à l'homme. Donc voilà, pour conclure, notre hypothèse, c'est donc qu'on respire ces particules fines qui vont avoir un effet pro-inflammatoire sur nos T et un effet baisse des Treg. J'ai trouvé ce papier dans l'asthme qui montre une faible expression de PLA2R au niveau du poumon qui augmente chez les sujets asthmatiques. Donc, une des hypothèses, ça pourrait être bah, ces particules fines induiraient à la fois la rupture de tolérance et à la fois une surexpression de l'antigène. Donc, il y aurait une formation des anti-PLA2R qui irait ensuite se déposer dans le rein, où là, l'expression podocytaire est bien plus importante et donc serait associée au tableau clinique. Voilà, j'ai terminé pour cette présentation. Merci beaucoup, Barbara, c'était splendide. Avec plein d'hypothèses pathologiques et plein d'ouvertures vers de nouvelles thérapeutiques. Je trouve ça super. Et c'est vrai que, en fait, beaucoup de ces données-là, en fait, c'est vrai que j'y réfléchissais dans le cadre d'autres pathologies où on utilise des anti-CD20, vascularité en cave, bien sûr, mais d'autres pathologies aussi. Mais c'est vrai qu'il y a plein de ces hypothèses qu'il faudrait tester autre part, en fait. Hein. Je trouve que tu as fait tellement de choses, effectivement, dans la GEM, mais qui sont peut-être extrapolables dans d'autres pathologies, en fait. Est-ce que tu as Ce qui est l'impression, étonnant, c'est que ça, on en a souvent discuté, c'est que dans les vascularités en cas, il y a très peu d'immunisation. Là, on vient de reviewer un nouveau papier. C'est des Tchèques où ils ont des grosses cohortes de plein de maladies auto-immunes. Et il y a vraiment, on retrouve 40% dans les GEM et dans les syndromes néphrotiques aussi, mais dans les ANCA, on est plus à 10%, même peut-être un peu moins. Les lupus, par contre, il y en a beaucoup. Enfin, c'est quand même. Donc je pense qu'il y a enfin voilà, il y a des choses à comprendre sur cette immunisation. cette navigation, est-ce que tu as l'impression que l'hypoalbuminémie pourrait conduire Mais à c'est sûr l'immunisation? que quand on a des faibles doses, on voit tout de suite que les patients qui ont un IMC important, donc qui ont des taux résiduels de rituximab plus faibles, des volumes de distribution plus importants, s'immunisent plus. Donc peut-être que le niveau de protéinurie est aussi un élément important. Mais dans le lupus, on n'a pas toujours des glomérulopathies trop sévères. Bon, après, le lupus, ça reste quand même une maladie un peu sur le plan immunitaire qui est peut-être la plus complexe. Donc, on peut aussi expliquer il y ait une forte immunisation contre le rhétus, mais c'est probablement lié aussi à l'hypoalbuminémie, oui. Euh, J'ai vu passer un press release là, de Roche sur le lobby dans la GEM. Tu t'en sais un peu plus sur leur essai randomisé ou pas? Il y a quelque chose qui va sortir? Tu n'as pas vu de choses dans les congrès ou dans les... Non, il y a pas mal de ces nouveaux anti-CD20 qui font. Moi, ce que je pense, c'est que lobby, ça aurait de l'intérêt parce qu'on pourrait l'associer à un inhibiteur du complément, et je pense que ce serait pas mal dans les formes sévères de pouvoir coupler, ce qu'on peut pas faire avec du Ritux. Il y a Amgen qui utilise un anti-voie alterne et du Ritux. Il y a un essai en cours là. Donc ça, c'est une bonne association. Et après Roche, leur politique, c'est surtout de pas comparer Obi et Ritux. Donc si on veut faire cette étude, il faut qu'on la fasse nous, quoi. Ouais, Mais bon, oui, l'Obi, c'est forcément une bonne molécule, hein. ouais, Sauf qu'elle est 10 fois plus chère, mais clairement. Non, mais effectivement, par contre, tes données, effectivement, sur l'encan anti-obi, je connaissais pas ces données-là. C'est vrai Ouais, que non, c'est ce que je disais, on vient de faire la manip et bon après ils répondent, hein, donc c'est pas non plus. Mais quand on fait un peu d'immuno, on se dit que retraiter un patient 10 fois avec une molécule contre laquelle il est immunisé, ça paraît pas la meilleure stratégie. Il faut peut-être passer à autre chose.
C'est facile à faire mettre au point un test de dépistage anticorps anti-Covid parce que ça, pour le coup, c'est vrai que c'est peut-être quelque chose Nous, je sais pas si tu connais la plateforme MSD. C'est immuno, en effectivement. fait, ce qu'il faut, c'est un hobby marqué, produire l'hobby marqué pour pouvoir mettre en évidence les ADA. Et c'est ça qui est un peu technique. L'hobby biotinylé avec, attends, je te remets la On va diapo. Et c'est des- ça qui est un peu challenging, mais c'est pas non plus compliqué. Mais oui, je ouais. pense qu'il faut, enfin, il faut avoir le plus possible de données sur ces patients et voir ce qu'ils deviennent, quoi. Parce que la GEM, franchement, c'est pas compliqué à traiter. On sait très bien le faire, ça marche bien, mais on a des patients où en fait, on les traite jamais vraiment, ils sont jamais guéris, ils reviennent tous les 2 ans. C'est comme le syndrome néphrotique. Ils reviennent tous les 2 ans et on n'a pas vraiment réglé la maladie. On a fait des pauses de 2 ans, mais voilà, je pense que Et, le vrai traitement, ce sera celui-là, quand on arrivera à et arrêter les les rechutes. quantités, c'est des 38 dans la GEM, parce que j'ai vu des choses sortir pour l'instant dans Ouais, les congrès simplement, avec le FERTA, je me souviens plus ouais. Il y a comment. un essai qui va sortir, qui démarre. Il y a aussi un anti-CD19, il y a aussi des bispécifiques. Donc on va avoir après tellement de molécules que je pense que c'est, bon, tant mieux, hein, parce que pendant des années, on n'avait rien, hein. Mais après, il va falloir bien, je pense, classifier les patients pour savoir vraiment parce qu'il y a aussi les cars hein, qui sont quand même un peu partout et qui vont arriver surtout qu'on peut maintenant avoir une production académique de carticelles donc ça va plus coûter 300 000 mais que 50 donc c'est quand même maintenant assez bien toléré. Alors jusque-là on disait dans la GEM ça a pas de sens mais peut-être qu'un jour quand on maîtrisera parfaitement l'outil ça aura du sens aussi donc Pour toi, c'est quoi la proportion des malades qui sont dans des impasses thérapeutiques là Ben, c'est des impasses. Enfin, on a toujours une solution, mais qui est pas forcément à long terme. Et en fait, moi, j'ai ma cohorte de mes patients que je suis depuis le début, qui reviennent tout le temps, et c'est, on va dire, un tiers. En gros, moi, j'arrête jamais de les suivre, ces patients. Ça reste, enfin, bon, après, c'est mes patients de consulte, parce que je fais quasiment que de la GEM en consulte, mais, donc j'ai un petit biais, mais c'est quand même, je pense, un bon tiers des patients qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent. et Et tu vois, là, quand même, 11 sur 16 qui ont des anti-hobbies, c'est pas des rien. des non-répondeurs Ouais, chèques primaires quoi, ouais. de juste de Échec lobby. primaire, moi je t'avoue que parce qu'on est très, on fait une fois du Ritux, à 3 mois c'est indétectable, on refait du Ritux. Il y a peut-être des patients qu'on a traités à 8 grammes. Donc cela, enfin, j'ai l'impression qu'on arrive avec de bonnes doses à combler le sous-dosage, à combler parce que en fait, les anti-Ritux, ils vont neutraliser ils vont baisser le seuil de Ritux, mais on va avoir quand même du Ritux libre, des anti-B, et on va avoir une réponse. Donc plus tu augmentes les doses, ça marche quand même. Mais je pense que ça reste pas une bonne approche, quoi. Des impasses thérapeutiques réelles, on en a pas beaucoup. Là, on a mis un patient en dialyse, mais ça faisait hyper longtemps qu'on n'avait plus mis de patient GEM en dialyse. C'est quand même rare. Et cette solution thérapeutique que tu préconises, donc il y a cet algorithme, tu le fais que les anticorps antipélatiseurs soient positifs ou non au départ, c'est-à-dire pour Non, les formes. moi je suis vraiment que ben, enfin, moi, s'il n'y a pas si c'est une forme PLA2R qu'il n'y a plus d'anti-PLA2R, même si on sait que nos seuils de détection, ils sont pas optimaux, j'ai du mal quand même à retraiter s'il n'y a pas d'anti-PLA2R. Donc, je fais vraiment un verrouillage du système rénine-angiotensin de fou, avant de retraiter et de me dire que c'est vraiment ça le problème, ou alors on rebiopsie et puis on se convainc, qu'il faut retraiter. Et la deuxième nègre, complètement Mais les nègre, PLA2R neg, c'est l'horreur ouais, à traiter. Voilà. c'est pas très bien Tu en fais fait. tout au hasard, tu fais tout au pif, comme on faisait avant, et c'est très frustrant. Donc Tu ouais, les, c'est ces formes-là qui sont tu compliquées. les traites quand même par du Ritux de la même Ouais, façon. ouais, ouais. Et j'espère que bientôt on aura ces kits avec toutes les spécificités antigéniques et qu'on. Mm. Bah, écoute, merci Ouais. beaucoup. On va te libérer. Merci encore pour tes explications et tes éclaircissements.
À très bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Bientôt. Au revoir.